Ah bah oui, on a fait une photo avec vous. Et là-bas, ouais. Je pense qu'avec ça, ils le pendent moins, là, sur les ifrites. Ah oui, c'est ça que je te disais. Ah ouais. S'en va vers les bureaux avant de revenir vers chez lui. Ensuite, on a et Safran, qui autrefois s'appelait Snecma, habite ici. Et donc il y a le musée française aéronautique qui regroupe l'aéronautique en particulier. Elle organise son fondateur, animateur et pilote lui-même et qui doit être derrière nous quelque part. Salut Jacques. Voilà, je dois citer aussi la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC. Nous avons ici beaucoup de représentants de la DGAC et sans la DGAC, un meeting comme celui-là ne pourrait pas s'organiser. Il nous facilite toutes les tâches administratives et on est très heureux de les avoir avec nous. Et je salue Odile qui est ici présente. Merci Odile de ton support, soutien et de ta passion, ce qui finalement nous anime tous. Voilà. Je sais plus quel aussi qui était facile, mais il y en a eu pas mal. Avec les compliments et les salutations de l'armée de l'air et de la patrouille de France qu'on retrouvera tout à l'heure. Ben voilà, de Melun-Villaroche pour cette première édition dans l'histoire de l'aviation du passé. Et donc l'idée derrière le Paris-Villaroche Air Légende, c'est de clôturer, pour ainsi dire, un avion n'est jamais qu'un objet. Pour que cet objet existe, ben, c'est un peu comme... bon, non. Et ben c'est pareil avec un Flamand, un Dassault 312. Raymond Capel qui a volé sur des parties. Puis il y a des gens très connus dont on se dit mais oh là, ils font meilleur ou plus serein. Alors c'est à eux tous que nous voulons dédicacer ce meeting, en plus d'un homme dont on va vous parler tout à l'heure, qui a trouvé la mort ici même, là, devant nous, aux commandes d'un prototype signé Dassault, un mystère. Et ce type fabuleux, vraiment fabuleux, de ceux qui l'ont connu, qui s'appelait Konstantin Rozanov, Kostia Rozanov, un des plus grands aviateurs qui ait jamais connu ce pays, et était donc un peu une des âmes de cet aérodrome mythique de Melun-Villaroche. Car ne vous y trompez pas, vous êtes tous...
Cet endroit, encore une fois, les moteurs, parmi les moteurs les plus répandus de toute l'histoire de l'aviation, dans les CFM56 qui équipent la patrouille de France depuis 1981 et l'armée de l'air depuis 1979. Le décollage de l'Alpha Jet Solo Display. Le capitaine Philippe Castagnet-Zippo, ancien pilote de la... Alors Zippo, 3800 heures de vol, il est chef de patrouille depuis 2006 et possède plus de 2200 heures sur Alpha Jet. Un pilote d'exception aujourd'hui en démonstration aérienne. On vous a dit tout à l'heure, on peut rentrer dans la même heure avec un baccalauréat, c'est son cas. Vous voyez, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on va effectuer une magnifique démonstration aérienne. Donc les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir voir le centre de recrutement qui est présent ici à côté du Carpodium. J'ai eu la chance d'apercevoir après cette télévision qui en sommeil il y a quelques années et repris du service l'an dernier. Il continue de comprendre. Lui, c'est l'armurier qui gère notamment le siège éjectable. C'est tout à l'heure. C'est un avion d'entraînement, il est très manœuvrant, Alpha Jet, 2 tonnes de poussée. À titre de comparaison, vous avez le Rafale qui lui, avec la PC, fait 15 tonnes de poussée environ. Mais il est très maniable, vous voyez, il évolue dans un domaine très restreint. On ne possède pas de perspective de l'école de chasse de Tours aujourd'hui en évolution façonnée. Alors vous voyez, dans ce genre de figure, le pilote subit un fort facteur de charge, DG instantané, DG continu. Sur une boucle, on peut subir près de 6 G en continu, vous imaginez la... On peut le saluer, on peut l'applaudir bien fort, agiter les bras, les casquettes, il vous voit. Mystère 2, Mystère 4, puis Super Mystère B2. Kostya Rozanov était le fils d'une famille émigrée de l'Est, émigrée de Russie. Et cette patrouille est devenue le premier commandant du nouveau Lafayette, réarmé par les Américains avec des Curtiss P-40 comme celui que vous venez de voir passer. Donc on voulait commencer à Kostya Rozanov et rappeler que si un aviateur trouvé la mort, là, juste devant nous, dans l'herbe devant nous,
lors d'une présentation en vol, le pilote, ça commence, la vie d'un pilote commence quand il est bipède et terrien, quand il se déplace à la surface de la Terre, et puis après, il faut qu'il apprenne à se mouvoir dans la troisième dimension, dans le ciel. Bien commencer à apprendre à piloter, à tout seigneur, tout honneur, on ouvre donc les présentations d'avions historiques, c'est-à-dire en gros l'époque des années 1930 de l'histoire de l'aviation, des avions fabuleux. En face de nous, 2 biplans, un monoplan. Il y a un biplan petit qui part au break, un deuxième jaune et gris qui part au break, et enfin un monoplan qui suit le mouvement derrière. Le premier de ces biplans est un piano de concert, c'est à peu près l'équivalent volant d'un ce grand biplan aux ailes jaunes, une espèce c'était une trappe pour architecte moderniste, ceux qui disaient en matière d'aviation, qui m'a dit mais en 1919 et que Dieu sait qu'en aviation ils ont quasiment tout fait. Donc ce Stearman est la salle de classe volante qui pendant la dernière guerre mondiale a formé sous toutes ses versions avec des moteurs différents. Et c'est quand même 400 000 pilotes alliés. Et ces jeunes gens qui pour la plupart avaient une moyenne d'âge de 18-19 ans, dont la plus grande majorité n'avait jamais conduit de véhicule à moteur, ils avaient longueur de journée pendant la guerre, on nommait le vibrator, vibrator. Parce que et puis le troisième, c'est un monoplan qui venait dans la formation à l'américaine, la formation alliée, qui venait après le Stearman. Son nom technique et militaire, c'était le BT-13, et c'est un avion de perfectionnement. Quand vous aviez appris à ne pas vous tuer en faisant voler un avion à bord d'un Stearman, c'est un avion, si vous aviez des plombages, attention à vos plombages, il risquait de vous tomber par terre parce que ça vibrait vraiment beaucoup. Mais le vibrator est un avion important parce qu'il a appris à des tas de jeunes gens, dont je rappelle qu'ils n'avaient même pas le permis de conduire pour la plupart. Il leur a appris à voler, certes de jour, mais surtout de nuit, aux instruments dans les nuages. Il leur a appris à naviguer, il leur a appris à aller au-delà du simple fait de faire voler un avion, ce qui était le boulot du Stearman pour les aviateurs alliés, et évidemment du Bucaire, comme celui qui est devant nous, le gris, qui lui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, est un avion absolument... C'est quasiment l'avion ultime, si vous êtes aviateur, mais aviateur violoniste, c'est-à-dire un aviateur avec une âme d'artiste, et que pour vous, le fait de décrire dans le ciel des trajectoires qui sont aussi fugaces qu'une mélodie musicale, c'est quoi une mélodie, proclamait-elle, ou auto-proclamait-elle, mais pourtant voler est une des plus belles manières de rendre hommage à la nature. De la marine américaine, le BT-13 qui doit être, voilà, il est posé, il a les 3 roulettes par terre. Là, pour ces avions, les avions de cette époque, c'est le moment difficile, si le crée coup de pied ou derrière, et cela pendant longtemps. Vous savez, en aviation, il y a un mot. Patrouille de France, saluez Jacqueline Auriol, messieurs, merci pour elle. J'ai volé le tout premier jet français, qui était une horreur esthétique, fini par mourir à la fois. Cervanti, il a dessiné les premiers jets français. Il a également dessiné le premier intercepteur, changé le coup. Vive aujourd'hui, je reviendrai sur lui tout de suite, et il est évidemment suivi au décollage par ses ennemis héréditaires. Dans les années 35-36, Morin-Saunier a sorti ce chasseur
qui aujourd'hui porte les couleurs de la deuxième nation à l'avoir utilisé en plus grand nombre, à savoir la Confédération helvétique. Le Morane 406, c'était un invité pour ainsi dire, des 406 d'origine française avec deux Messerschmitt. Allez, historiquement, on peut arranger ça. Les Suisses, puisque le 406 est aux couleurs suisses, puisqu'il est piloté par Daniel Koblet, Suisse. En 1900, équivalent de Morane 406 aux Français, ils ont même acheté la licence de construction de l'avion, et un puisque ça a commencé par la bataille de France, après la tranquillité précédé l'été 1940, dans le ciel de France, y compris d'ailleurs dans la région ici même, ben on a vu ces avions-là, des Messerschmitt, des Messerschmitt aux couleurs crachées. Et puis la manière de conduire pour lui, mais la manière de piloter pour autre, il est typiquement allemand, il aurait pu être, il serait né tous les militaires. Et ces jeunes gens, on leur avait donné ce chasseur qui était un chef. Remorqué à travers le ciel par le son très feutré, le son très civilisé d'un moteur doté d'un nom grandiose en matière de mécanique, un moteur hispano. Un avion qui ressemblait à cette musique-là. Une musique et un avion fabuleuse. Mais c'est pas vraiment guerrier quand vous vous trouvez face à Wagner et aux orchestres de 95 musiciens redoutables. Au passage, pour les collectionneurs, société qui considère les ailes en flèche, les réacteurs accrochés sous les ailes des becs de bord d'attaque, etc. C'est parce que les Allemands, pendant la dernière guerre, ont développé l'aérodynamique à un point infernal. De même, oh, c'est pas facile à poser un 109 sur une piste en déroule, inclinée. Voilà. C'est un morceau de pilotage, hein, poser un 109, c'est un grand moment de pilotage. Donc, oui, la bataille de France pendant l'été 1940 sur un aérodrome du sud de la Grande-Bretagne. Du début d'après-midi décolle un flight de 3 Hurricane, piloté par des jeunes gens de 19 ans et demi. Qui s'appelait Sydney CAM, CA2M, biplan de chasse. Ils ont décidé de faire un monoplace, monoplan moderne, équipé, mais ils voulaient en faire un avion que n'importe qui puisse piloter sans se faire peur avec. Le premier qu'il fallait surtout pas effrayer, c'était le pilote de l'avion, quitte à effrayer évidemment ceux qui seraient en face. Et ainsi est né le Hurricane, l'avion qui, pendant la bataille d'Angleterre, pendant l'été 40, a eu le plus grand nombre de victoires sur les avions de la Luftwaffe. Un pilotage délicieux, délicieux.
années 40 ont essayé de mettre la Grande-Bretagne à genoux. L'histoire est parfois narquoise. Tiens, réflexion, vous voyez celui qui est camouflé avec une aile noire et une haie d'arbres devant nous. Parce que faire un tonneau à basse altitude, c'est une manière très bête de perdre un avion et un pilote. Mais reste quand même que ces 3 Hurricanes qui sont avec nous nous rappellent que la bataille d'Angleterre est un moment important de l'histoire. Pourquoi ? Favorablement orienté pour de leurs leaders, de leurs aînés, de leurs patrons qui, eux, avaient fait la guerre d'Espagne, avaient déjà accumulé un certain savoir-faire militaire. Donc cette bataille d'Angleterre, a priori, était quelque chose qui était mal engagé pour la Royal Air Force. Mais c'était sans compter, avec ce trait de caractère britannique, une sorte de match nul sur le plan numérique. Mais le fait que les Allemands décident à la fin de l'été 40 de cesser d'essayer d'écraser la Grande-Bretagne, enfin le système défensif aérien de la Grande-Bretagne sous les bombes de la Luftwaffe, et bien le maintien de cette forme de gestion de la vie publique, et ben on peut dire, et c'est Churchill qui l'avait dit, c'est pas moi, Churchill avait sorti une phrase extraordinaire en disant « j'ai une œuvre extraordinaire qui s'appelle la table ronde » et du mythe qui a été créé autour de lui. Voici le Spitfire. Le Spitfire. Mitchell avait dessiné un avion où il n'y a pas un trait droit, il n'y a que des courbes. Il en avait fait une espèce d'hirondelle du ciel, gracieuse comme une hirondelle, avec des proportions parfaites, à tel point d'ailleurs que l'avion à hélice le plus rapide de toute l'histoire, eh ben, c'est un Spitfire qui a été piqué en essai en vol à Farnborough par un courageux pilote d'essai qui était le squadron leader Martindale et qui a poussé ce truc-là en piqué jusqu'à Mach 0,92 avant que l'hélice ne foute le camp avec un morceau de moteur. Et l'avion s'est retrouvé plié en deux, mais il l'a quand même posé et il a même recommencé après. 92% de la vitesse du son avec un avion à hélice. Il y a quelque chose de magique dans cet avion. Et vous allez me permettre d'être un petit peu perso, puisque quand on parle du Spitfire, il faut quand même parler de ce que c'est que de voler en Spitfire. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir voler en Spitfire, ben, on va partager quelques sensations. D'abord, le Spit, quand vous montez dedans, vous vous dites, oula, c'est une petite bulle vitrée. Vous avez l'impression que c'est pas une canopée qui se ferme au-dessus de votre tête, vous avez l'impression que c'est un casque. Tellement cette bulle est étroite et elle paraît être moulée sur votre tête. Devant, vous n'y voyez rien, puisqu'il y a 4,5 mètres de ferraille et de fuselage. Vous avez le malheur de faire comme j'avais fait, c'était de pencher la tête un peu à l'extérieur. Ça pue le cochon grillé tout de suite, parce que ça vous crame les flammes de l'échappement, vous crame les sourcils. À la mise en route, l'échappement crache les flammes et le vent de l'hélice, évidemment, les rabat vers l'arrière. Et dans le cockpit, ça sent donc beaucoup trop l'essence, parce que vous avez le réservoir devant les genoux. Ça sent l'huile, ça sent la mécanique anglaise. Et puis ce que vous avez devant les yeux, c'est un cockpit, enfin un tableau de bord. Vous avez le sentiment qu'ils ont pris les instruments, ils les ont jetés en l'air, ils les ont boulonnés là où ils sont retombés. C'est de l'ergonomie à l'anglaise. Parce que l'avion est trop léger de la queue et donc moindre freinage pneumatique avec une poignée de frein de moto.
dire, après avoir fait un vol dont je ne suis pas foutu de vous dire combien il a duré, peut-être 20 minutes, 25 minutes. Vous savez, vous êtes assis dans ce truc-là et vous regardez de part et d'autre. Et à ce moment-là, vous avez vraiment du mal à vous dire « Non, je ne suis pas shooté, c'est pour de vrai ». Et l'avion, lui, se fait oublier. Il vous obéit par petite pression, vous le guidez. Et vous guidez un truc qui vole quand même... qui vole tranquillement en palier, en puissance de croisière. Vous êtes en km/h, vous êtes à 650, 700 km/h. Et il est doux comme c'est pas possible. Vous avez d'ailleurs... C'est un peu comme, vous savez, non, Normandie n'était pas dans la Royal Air Force. Voici le Normandie. De Gaulle lui avait dit, bon, on a des groupes de bombardement qui s'appellent le Guyenne, qui s'appellent... groupe de chasse. Et donc, l'équipe de lancer des troupes au sol. Et donc, ils étaient partis en guerre avec ça. En moyenne d'âge, ils avaient 22 ans. La plupart d'entre eux ne connaissent ce qu'ils foutent là, ces types. Ils ne comprenaient pas bien. Mais petit à petit, ils s'y sont faits. Et ils les ont littéralement adoptés, mais familialement. Et si je puis me permettre, je vais vous une anecdote. En 82, juste avant le premier vol d'un Français dans l'espace, Jean-Loup Chrétien, c'est ainsi que le nom est venu. Là où l'histoire devient absolument dérisoire et cocasse. Donc ces pilotes français qui ont véritablement écrit l'histoire, qui sont l'unité militaire française la plus décorée de toutes les unités militaires françaises de toute l'histoire, ont donc marqué que ces avions extraordinaires. Et si un jour vous allez en Russie, que vous traînez sur un aérodrome, posez la question, parlez Normandie-Yémen. Et vous verrez que même encore aujourd'hui là-bas, on se souvient peut-être plus encore que chez nous, certainement même plus que chez nous, de l'épopée de ces jeunes gens. Pour jouer le rôle des pilotes de Normandie-Yémen aujourd'hui, vous avez Robert Villanova, il est dans celui-là, le Yak 11. Robert est un de ces nos cosmonautes, astronautes, spationautes européens et français singulièrement. Le gamin de service qui vivait à l'intérieur de cette sphère potentielle. C'est leur enfoncement en direction de l'Est, en direction de Moscou, en particulier avec des points de blocage comme Stalingrad. Et l'aviation russe, à ce moment-là, est devenue totalement prioritaire. Avant la guerre, l'aviation russe était considérée par les gouvernants soviétiques, était considérée un peu comme un luxe qu'il fallait absolument posséder de manière à être pris au sérieux par les autres. Mais avec la guerre, telle que quelques-uns des plus brillants ingénieurs de toute l'histoire de l'aviation, et également Antonov, qui lui était ukrainien, qui s'était intéressé, qui a été d'abord un ingénieur aéronautique, qui s'était intéressé aux avions fusées, avant plus tard de ça, finalement, à la conquête de l'A, qui permettra
qui permettra de lancer le Sputnik, puis ensuite Gagarine, et qui aujourd'hui encore... Et il faut absolument, absolument qu'à travers des manifestations comme celle-ci, eh bien on rappelle que c'est pas gagné. Ah tiens. Ils ont fait ça, qui va alterner ses passages avec un avion russe. Historiquement, ça veut rien dire, c'est de la foutaise, mais c'est pas grave. Ça fait rien, ça fait deux beaux avions dans le ciel. Mais on s'intéresse à celui-là, celui qui est à gauche. Les Britanniques, en matière d'armement, ils dépendaient de l'approvisionnement américain, mais ils se sentaient bien seuls et isolés là-bas, au bout du Pacifique. Et à partir d'avions américains dont ils avaient eu la licence, comme le T-6, et puis ils ont créé un fuselage, ils ont monté un moteur plus puissant, ils ont développé l'engin, et ils sont arrivés à un résultat qui n'est pas si mal que ça. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus titré, certainement pas, mais c'est quand même un avion efficace. Disons que c'est un avion qui, le boomerang, a des... Avec la Russie, flotte aéronavale japonaise qui s'était embusquée au nord des îles Hawaï, avait attaqué la base navale et aérienne de Pearl Harbor. On avait un problème de solo, une masse désagréable qui mettait un ronflement. J'espère qu'il va disparaître. Alors que le boomerang australien continue donc d'occuper le ciel. Je reviens donc à ce que je disais, ce qui s'est passé le 7 décembre 1941 avec l'attaque de Pearl Harbor, mais simultanément à l'autre bout du Pacifique, l'attaque contre viser en action leur désir de cette expansion. Le désir de promouvoir cette sphère d'expansion et de coprospérité pacifique. C'est les esprits qui sont dessous. Voilà ce que c'est de la Nouvelle-Zélande. Donc, les Américains prennent Pearl Harbor sur la tête en décembre 1941. 6 mois semblent pouvoir leur résister. Il y a bien et Catalina. Permettant de surveiller ce qu'il y avait à la surface des flots. Piloté par des jeunes gens qui, finalement, en moyenne d'âge, avaient peut-être 22 ans, 23 ans. Un PBY, au sortir de quelques nuages, tombe sur les sillages d'une énorme flotte japonaise, avec une véritable flotte d'invasion. Bien évidemment, les Américains et les torpilleurs américains attaqueront. C'est un avion absolument merveilleux, c'est de la... Finalement, c'est du romantisme volant pur. Après la guerre, d'ailleurs, des Catalina comme celui-là iront faire aux Antilles, dans le Pacifique, dans divers archipels. Vous voyez les deux grosses bulles transparentes sur l'arrière du fuselage dans lesquelles il y avait les observateurs avec leurs jumelles. Ont pu monter leur assaut. Et là maintenant nous sommes sur un porte-avions japonais et soudain tombant du ciel,
24 heures plus tard. Et là, en matériel humain, puisque avec les porte-avions vont disparaître des armuriers, des mécaniciens, des spécialistes. L'espace de 48 heures hors du commun, et on va vous en raconter un dans 5 minutes. Tout d'abord, dans les outils utilisés par les Américains pour des romans, des films, à commencer par la saga des Tigres volants. Les Tigres volants c'était une compagnie aérienne, bizarrement. L'idée était que, comme les Chinois, avant que les États-Unis n'envoient aviateurs de la marine américaine et de l'armée américaine, et ils s'en étaient pas privés, puisqu'ils avaient constitué un réservoir de pilotes impressionnant. Il y avait donc, au total, l'insigne des Adam et Ève, c'était un symbole du sexe mâle entrelacé avec un symbole du sexe féminin, qui est dans le ciel et qui est le seul Wildcat en service en Europe actuellement, qui appartient à la Fighter Collection d'Oxford. Ce Wildcat était donc l'avion standard de combat de la marine américaine dans le Pacifique, après cette histoire de Midway dont on a parlé il y a quelques instants et la défaite de la marine japonaise qui a perdu 4 porte-avions contre 1 perdu aux Américains. Le Wildcat était le chasseur standard que les pilotes japonais trouvaient en face d'eux lorsque, au-dessus des immensités du Pacifique, les flottes, les porte-avions des uns se trouvaient face aux porte-avions des autres. Mais les surnoms aux avions japonais et celui qui vient de décoller très solide, bien armé, simple, utilisable, pilotable pratiquement par n'importe qui. Le Wildcat a vu arriver pour l'aider dans ses missions de guerre ce bombardier. Sur les portes, certes, l'Avenger avait un gros Sakai. Immense personnage. Et donc, on est au mois d'août 42 et lors des batailles de conquête des îles, en train de s'organiser, que l'état-major américain commence à organiser pour une mission de torpillage à 19 ans. Et d'ailleurs, sa première mission avait été du genre horrible parce que sur le pont du porte-avions, avec son équipage derrière lui, sous la verrière, les 2 autres hommes d'équipage, lui démarrait également. Et d'un seul coup, la verrière de son propre Avenger s'était retrouvée couverte de sang, rouge de sang. C'est que l'avion qui avait mis en route à côté de lui, eh bien, au moment de la mise en route, il y avait un mécanicien qui était dans le champ de l'hélice et qui avait été littéralement haché menu par l'hélice de l'avion d'à côté de celui de George Bush. Et Bush s'était retrouvé avec un cockpit couvert de sang et l'homme de pont qui lui faisait signe de rouler parce qu'il n'était pas question qu'il arrête et qu'il ait des états d'âme. Et il était ainsi d'être parti pour sa première mission de guerre avec un flot américain. C'est pas sur le plan psychologique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il vient se mettre en position de tir derrière le Wildcat. Ce qu'il croit être un Wildcat.
Ce qu'il a l'habitude de faire, il plonge vers ce qu'il croit être un Wildcat et qui est un Avenger. Il arrive derrière, il se met en position. Ce qu'il croyait être un Wildcat, en fait, est un Avenger. Et l'Avenger a une tourelle avec deux mitrailleuses de .50 qui peut tirer vers l'arrière. Et le mitrailleur de l'Avenger américain a laissé venir sa caille suffisamment près et il l'a tiré. Le tir de l'Avenger, un des obus lui a perforé la tête. Il ne récupérera jamais. Mais donc il est touché, il s'évanouit dans son avion et il revient à lui au ras de la mer. Il récupère le contrôle de l'avion. La verrière a éclaté à bord d'un avion dont le moteur a perdu également 2 cylindres parce qu'il a été touché, donc un moteur agonisant. Sa brosse à d'avant-guerre et un drôle d'avion avec les ailes torsaires et derrière le Mustang. C'était un peu monstrueux, hein. C'est déjà des avions, on sent que quelque chose s'est passé. Depuis le début de la guerre, et les Wildcats qui étaient non pas des avions d'aéroclub, mais presque, même les Spitfire et tout ça, là on entre quand même dans du métal hurlant. Comme un train d'atterrissage très haut, ça veut dire un train fragile. Que pour aller sur un porte-avions, il faut un train extrêmement solide. Donc ils s'étaient dit, mais on va tordre les ailes. D'où la forme en W aplatie, vue de face, des ailes du Corsair, en ailes de mouette, disent certains, qui permet de raccourcir la longueur des pattes du train d'atterrissage et donc de les faire moins fragiles. D'où l'aile de cette manière permettait d'avoir une très haute vitesse, enfin bon, ça avait plein d'avantages. Ils avaient mis des volets absolument énormes sur l'arrière des ailes du Corsair, de manière à lui permettre de voler lentement. Et puis pour le reste, ils avaient fait un long courrier, c'est un avion... La crosse d'appontage est sortie, ce crochet qui pend derrière. D'avion de tous les temps. Il était allé consulter le plus grand génie des aérodynamiciens nord-américains de l'époque, qui était un Hongrois. Et qui s'appelait Theodor von Karman. Ils ont sorti la première version du Mustang jusqu'à ce qu'un pilote anglais, un pilote d'essai anglais vole dessus et dise mais cet avion il serait fabuleux avec un moteur Rolls-Royce, avec un moteur anglais. Et donc l'avion qui est peut-être le plus phénoménal de la dernière guerre, l'avion le plus sexy que vous puissiez acheter, et dans lequel vous puissiez voler tranquillement, parce que c'est pas un avion si méchant que ça à piloter, c'est quasiment un avion d'aujourd'hui. Ben, c'est un avion conçu par un Allemand, industrialisé par un Hollandais, aérodynamisé par un Hongrois et motorisé par des Anglais. C'est un avion à lame multiple. Mais en tout cas, écoute, regarde,
la Cadillac du ciel. D'ailleurs, Steven Spielberg ne s'est pas trompé, lui qui, dans l'Empire du Soleil, a... Il a tout cet avion, il a même le sifflement. C'est un casting de Hollywood, ce truc, régulièrement avec, et pour qui cet avion-là est plus qu'un avion, c'est une icône. Là, il y a un garçon qui s'est fait un petit... de la dernière guerre, c'est le jour où un avion d'observation américain, un Piper L4, celui qui a les bandes blanches et noires sur les ailes, s'est retrouvé. Au passage, je salue très bas Henri et Edith. Avec un Piper comme celui-là, il faisait partie des gens qui peut-être auraient pu se tirer dessus un coup de pistolet avec un équipage allemand. L'endroit où il était détenu dans les hautes altitudes, les Abruzzes, au Grand Sasso, et tout ça parce que cet avion pouvait se poser littéralement partout avec un train d'atterrissage qui amortit n'importe quelle descente. Regardez qu'un, ce serait celui-là. Sa Majesté, le Piper Cub, le plus adorable défilé de l'aéronautique navale. Et aller de plus en plus vite, et ben c'était grâce à ça. Des avions qu'on n'appelait pas encore, en tout cas en France, on n'appelait pas encore ça des jets. On n'était pas encore tombé dans le V à 200, 300 à l'heure plus vite. Chez les Anglais, il y a eu, dans les années 42-43, il y a eu a donné entre autres quelques ingénieurs notables, dont Jeffrey de Havilland. De Havilland avait réussi avant la guerre un certain nombre d'avions qui étaient caractérisés par à la fois leur légèreté, leur solidité, leur simplicité également, et puis la dans une débauche de décibels, avec notamment le Morane de Paris. Cet avion qui est d'une légèreté, d'une grâce et d'une beauté. Mesdames et messieurs, la marine vous salue. Cette anquille d'avion assez rapidement, puisqu'on a fêté le centenaire il y a maintenant près de 10 ans. Et cette marine nationale a permis à ce que des avions puissent, sur des bateaux, pouvoir être transportés et se déplacer. Non seulement aux 1850 personnes représentent environ 60 métiers différents, ça va du boulanger en passant par le chirurgien dentiste, mais également par le mécanicien et le pilote. Et les pilotes, eh bien, il y en a qui ont la mémoire. Et cette mémoire, ils ont voulu la perdurer en mettant en œuvre la préservation du patrimoine à travers cet avion biréacteur qui a servi au sein de la marine. Je veux parler du Morane 760, le Morane. Il y avait un monsieur qui a travaillé dans cette compagnie, qui travaille toujours, compagnie aérienne Britair, mais qui venait de l'aéronautique navale. Il a quitté l'aéronautique navale parce que son réacteur sert de copilote, mais également d'observateur pour
gérer tout ce qui est à l'intérieur de l'avion va nécessiter une attention particulière lors des évolutions du vol. Ce pilote de Rafale est également pilote officier d'appontage, ce qui est le Graal pour un pilote, c'est-à-dire que lui est capable de ramener un avion alors que le pilote pratiquement ne voit pas le porte à cette paix. Sur la gauche, mesdames et messieurs, la Marine nationale. La Marine nationale se souvient, ça s'appelle un missing mal, après avoir fait 3 ans d'études à l'école navale. Dassault a inventé l'avion sauteur. Le train d'atterrissage à l'avant se lève, donne une poussée violente au moment de la sortie de l'eau. Imaginez le confort pour les pilotes, pour leur permettre d'avoir pour pouvoir traiter tout ce qui est armement. Sont de face et au nom de la Marine nationale, il vous salue. Il l'a construit, il a formé des cerveaux aéronautiques véritablement de très très grande qualité. Les 4 Rafale au break. Ces écoles existent encore, mais si beaucoup cherchent en matière de conception aéronautique. Parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Alexander Kartveli, et puis il y en avait quelques autres qui ont commencé très tôt à s'exprimer, partent faire du business, créent des entreprises, s'entraident les uns les autres. Et on en a un, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a un. Au décollage, on a un autre avion ultime de la fin des avions à hélice. Installé dans un vaste fuselage, et c'était un avion dont les ailes elliptiques permettaient d'atteindre des vitesses extrêmement élevées. Le forme moteur avait été relativement civilisé par quelques limitations. On n'avait pas besoin d'en tirer tous les chevaux disponibles puisque l'avion était léger et le moteur surpuissant finalement pour l'avion. Et ce P-47 a commencé d'être mis en service, devenu un critère. C'était pas le plus bel avion, sur avion en réaction, mais tous ont gardé cette espèce de révérence à l'égard de ce truc qui était un chasseur merveilleux, mais aussi un bombardier. Et ce n'est pas trahir un secret que de dire que comme le P-47 a fait une carrière, un P-40, un Mustang vu tout à l'heure, et peut-être bientôt un P-47 comme celui-là. Écoute, comme celui-là, donc c'est pas
L'avion est un Hawker Sea Fury. Et le Sea Fury est le descendant direct d'un chasseur phénoménal que Sherman a piloté sur la fin de la guerre, qui s'appelait le Tempest, la tempête. Le Sea Fury a été conçu donc en gommant du Tempest les défauts que cet avion pouvait avoir. Et le Sea Fury a été mis en service dans la marine britannique dans l'immédiat après-guerre en 47-48. Il a également été vendu, et cet exemplaire qui est le seul basé en France et qui est basé à Dijon et piloté par il est piloté par Christophe Jacquard, qui en est le propriétaire. Donc ce Sea Fury est équipé de 2 fumigènes de grand luxe. Ça, c'était pas d'origine. Les fumigènes sont venus ensuite pour simplement décrire de jolis hiéroglyphes dans le ciel. Regardez ça. Il faut filer à développement du chasseur à hélice. C'est un avion qui à l'époque s'est révélé quasiment plus rapide que les premiers jets mis en service alors. C'est un avion qui montait mieux, montait plus vite que tous les jets du début, et à tel point que l'armée de l'air, enfin la marine australienne, entre les jets russes utilisés par les pilotes nord-coréens et chinois, puisqu'ils étaient capables de passer le mur du son en piqué. Et on connaît à plusieurs instances des rapports de combat aérien entre des Sea Fury australiens abattant, descendant. On s'est quand même produit, et c'est quasiment le seul exemple dans les machines à réaction avec des ailes en flèche capables de passer supersonique en léger piqué. Eh bien, les pilotes australiens, sans complexe, avec leur Sea Fury, étaient allés les cogner. Il faut imaginer que ce genre d'avion, on est quand même au bout de la lignée. C'est darwinien, le développement des avions. On est arrivé au bout d'une race. On pouvait difficilement mettre des moteurs plus puissants dans des hélices, parce qu'à un certain moment, une hélice, c'est des hélices immenses, embouchées dans des moteurs surpuissants. Le Sea Fury, c'est le bout de la lignée. C'est un avion sublime, c'est un avion fabuleux. C'est construit, ceux qui connaissent, eh bien, c'est des gens qui en avaient pour faire voler ce type d'avion. Pour la guerre de Corée, eh ben, on lui a trouvé de multiples occasions pour l'utiliser pour le bombardement. Comme bombardier sur des missions d'attaque au sol, mais plus fort. On a découvert que le Sky Raider pouvait encore servir. Au début de la guerre du Vietnam, le Sky Raider était surnommé, avec beaucoup de dérision, par les pilotes d'avion en réaction, on le surnommait le SPAD, à cause de son hélice. Et Jimi Hendrix, le Vietnam. Cet énorme monomoteur, mais donc lui aussi l'a fait pour protéger et faire survivre quand un pilote était abattu dans le territoire, au-dessus du territoire nord-vietnamien, on essayait de venir le récupérer. Ça faisait partie du contrat moral passé entre l'État américain et ses soldats. On n'abandonne pas un soldat. Et donc,
ont tenté de monter des missions de récupération à base d'hélicoptères pour aller récupérer le pilote abattu qui se signalait, dont la position était signalée par la balise de détresse. Et en attendant qu'arrivent les hélicoptères, on envoyait des Skyraider comme celui-là pour patrouiller au-dessus du pilote tombé dans la jungle, dans une rizière, dans des forêts, dans des bois. Et l'avantage du Skyraider, c'est que le Skyraider emportait une telle quantité d'armement de cette époque-là. On dit que si au début de la guerre du Vietnam, les pilotes de Skyraider étaient moqués parce qu'on leur disait qu'ils étaient des pauvres abrutis qui pilotaient des SPAT, à la fin de la guerre du Vietnam, il était impossible pour un pilote de Skyraider, et on les reconnaissait évidemment au badge qu'ils avaient sur les épaules de leur tenue, de leur blouson, de leur combinaison. Eh ben, finalement, une femme doit pouvoir faire ce que fait un homme, et l'aviation étant symboliquement très masculine, une femme doit pouvoir être aviateur. Lindbergh, elle était longue, elle était fine, et Lindbergh lui-même était un grand mec longiligne. Et donc, Amelia Earhart est de l'aviation de transport en Amérique, avec des avions comme ceux-là, qu'on retrouvera tout à l'heure. Les États-Unis, mais ensuite de la planète. Amelia Earhart descendait en Amérique du Sud, traversait l'Atlantique Sud, venait à Dakar, traversait l'Afrique et continuait ensuite vers l'Est. Elle avait choisi cet avion qui était le premier produit dessiné chez Lockheed. Un petit bimoteur de transport de 8 places qui était plus rapide que le plus rapide des chasseurs de l'armée américaine à l'époque. Un avion extrêmement manœuvrant, un avion qui est aujourd'hui conservé au musée d'art moderne de Chicago où il a la réputation d'être la plus belle machine volante qui ait jamais volé. Donc Amelia est partie à bord de son Electra, semblable à celui-ci, peint comme... C'est un avion qui a transporté Eisenhower le 9 juin 1944, 3 jours après le débarquement en Normandie, pour la première inspection des plages du débarquement. C'est un symbolise cette partie absolument merveilleuse de l'histoire de la maîtrise du ciel, le transport aérien. En leader, un Nord-Atlas, un avion cargo de transport militaire. Dans ses ailes, 2 DC-3, l'avion sans lequel les lignes aériennes n'existeraient pas. Et en Serfig, en charognard, un Dassault 312, famille phénoménale d'avions. Le transport aérien, au départ, c'était le voyage aérien. Et donc, à l'époque, et l'ingénierie ayant fait des progrès, on est venu avec un avion qui a littéralement bouleversé complètement la philosophie du voyage par le ciel. C'était pour les avions. Et habitant la région de New York, il s'était vite convaincu lui-même qu'il n'y avait pas tellement d'avenir dans un endroit où il pleut souvent. Et donc il avait émigré avec sa femme, qui était enceinte, avec un gamin, il avait un gamin à l'époque, avec un chien et avec un compte en banque de 500 $, ce qui n'était pas négligeable pour l'époque. Dans les années 20, au début des années 20, il avait émigré en Californie, à Los Angeles. Il avait loué une ancienne boutique de coiffeur et sur la boutique, il avait écrit Douglas Aircraft. Et il avait créé à partir de là ce qui est devenu un empire. Dans le même temps, en Europe, vous aviez des gens qui pensaient à développer le voyage par le ciel, et parmi eux des gens comme Pierre-Georges Latécoère et quelques autres, Émile de Watine et d'autres. Et
Donc c'est développé simultanément en Europe et aux États-Unis, se sont développés. Et en France, une bord de par le monde. Et cet avion a une énorme responsabilité dans ce qu'on appelle aujourd'hui Airbus. Le Nord-Atlas, donc ce bipoutre cargo qui évidemment ne cache pas sa vocation militaire. Immédiatement après la guerre, donc, les armées françaises se réorganisaient et l'armée de l'air en particulier. Deux gros moteurs et une soute qui permettaient d'embarquer à la fois ou bien des parachutistes équipés ou bien du matériel qu'on allait larguer par là. Français et Allemands se sont dit, atterrissage d'un de nos deux DC-3, on retrouvera l'autre tout à l'heure. Donc le Nord-Atlas a été un tel succès que c'est Félix Kraft, qui avait été un grand créateur d'avions avant-guerre, côté français, Roger Bétail, qui également était un grand créateur d'avions avant-guerre. Et finalement, ayant pris l'habitude de travailler ensemble sur le Nord-Atlas, puis sur le Transat, un beau jour leur est venue l'idée de faire ensemble des avions de ligne, et ils ont appelé ça Airbus, et c'est ainsi que, sortant de la guerre et de certains types de comportements, est née l'épopée Airbus. Et d'une certaine façon, regardez-le, celui-là, c'est la grand-mère de tous les Airbus 380, 320 et autres que vous pouvez voir voler de partout. Compétence européenne qu'on appelle Airbus. Il reste... Le Nord-Atlas était équipé de deux moteurs anglais qui étaient de vrais cauchemars mécaniques, des moteurs sans soupape. Je vous fais pas un dessin, c'est trop compliqué, mais des moteurs extrêmement...